Alors, donc, on passe maintenant à la section, au dernier grand bloc, avant la synthèse, sur les acteurs publics qui mobilisent les designers de façon un peu différente ou inhabituelle. Notre premier invité, ça va être, on a dérogé un petit peu à la règle de l'événement francophone pour faire une présentation en anglais. Notre prochain invité est Michael Donaldson Carbone, qui est directeur de la Fondation BIT Habitat à Barcelone. Michael, do you hear us? Yes. Oui, Okay. oui. I'll present you shortly, and I'll be back to you. Alors, donc, Michael, la Fondation BIT Habitat est un organisme paramunicipal de la ville de Barcelone dont la mission est de stimuler l'innovation pour répondre aux défis sociaux, économiques, technologiques et environnementaux auxquels la ville fait face. Michael est aussi commissaire à l'innovation numérique pour la mairie de Barcelone. So, Michael, I'll let you do your presentation, and we'll be back for a short question afterwards. Oui, ok. Donc, bonjour, ou bonsoir, ou je ne sais pas, parce que c'est nuit. Je suis désolé, je dois excuser moi parce que mon niveau, je n'ai pas un bon niveau de français et si je fais toute l'intervention en français, je vous garantis qu'à l'Indien, vous avez mal de la tête. J'ai mal de la tête already. So if you don't mind, I'll pass into English. And thanks a lot for having me. It's a great pleasure to share the program with such names that I've seen in the program. And thanks a lot for having Barcelona in today's program. Okay, so for the next 10 minutes, I would like to share what's our innovation strategy. What's the strategy on innovation on behalf of the City Hall of Barcelona? I will try to fix my intervention first part talking about this strategy, what values hold the strategy, and afterwards I'll try to give you some actions, what lines of action, what kind of activities, and trying to bring it down to earth and put some examples on what we're doing to try to achieve our strategy, as I said right now. First thing on the strategy, it was very important to share a common idea on what we believe, what we think in order to boost innovation in the City Hall of Barcelona. Well, as Montreal City Hall of Barcelona, it's a very big organization with a lot of departments. So each one, we noticed that each one of these departments had their own views, their own idea about innovation. So the first thing was, okay, let's gather all together, see what we share, what we've got in common, and see if we can achieve a standard definition that we can all feel comfortable under this innovation definition, the concept of the innovation. It's very important to take note on the idea that we don't want to kind of centralize or even do the coordination of what's going on in terms of innovation, because we believe that each department, each area launches and forwards innovation, and that's really good. We are a very plural organization, as I said before. So we were more bothered about having a kind of a common background, common values, rather than to try to centralize innovation through one unique area. Because we think that if we try to centralize, we would put kind of a red tape on innovation and we would kind of kill innovation. So we opted for sharing values on innovation. And when it comes to, in terms of innovation, in the City Hall of Barcelona, there's 4 key things that we all share. First of them all has to be an innovation for the impact. You can pass you can please pass the slide. Although you will see, I won't be following
the presentation, the slide shows us some examples. Anyway, it's okay here because I can talk about some of these values. First of them all, impact has to be innovation for impact. It has to be an innovation that looks for a change. That it's not innovation for innovation. It's not innovation for a paper or just for a pilot. It has to look for an impact. Okay, we are facing big challenges, inequities, climate challenge, climate change, mobility, I'm sure the same problems, the same challenges that you are facing in a city, in a complex, in a modern city. So we need to look for the impact. We need to look for outputs wherever we push forward our innovation. But we cannot stay there, and that's the second main value we have. You cannot stay in the outputs. We got to look for outcomes. We need to go in terms of transformation. If we push forward innovation, is because we want to change a situation before we want to change the situation before we use or we launch the innovation. So it's for the impact, it's for the transformation. Has to be, that would be the third value, has to be along with the ecosystem, with the business sector, with the academic sector, with society, and with public administration, what they call the quadruple helix. Has to be always thinking about the ecosystem. We know for a fact that we cannot do everything on our own, that the assets, that the richness, that the diversity that's in the ecosystem has to be put together in order to change things, in order to transform things, because the huge challenges we face as a city, as a society, has to be something that we all have to give a point of view. We all have to give a commitment. We all have to put our knowledge and our resources. So sometimes even we've realized that the innovation is not the solution, but rather the definition, the plural definition of a problem. And if you want to have an accurate definition of the problem, we need to bring in all the different scopes that business, academy, society, and administration sector can give us. And the other one would be more instrumental. The last value would be more instrumental, but it's very important as we're talking about public resources. We're talking about evaluation. It's very important to know what are the impacts, what are the outputs, but also what are the outcomes, what's the transformation. So we need to evaluate what we've spent, how much time, how much money, how many people, how many resources we have mobilized in terms of innovation, and see what we have achieved. Because it's only by measuring that we'll be able to know where are the failures and try not to repeat them on the next time. Right, let's move, 5 last minutes. Let's move to some of the, you can pass please the slide, see what we find next. This is more like the working plan we've got: co-creation, transformation, divulgation, and education. We've seen the different values. This is more the working plan, and I can see, and I'm gonna talk about some of these procedures, some of these methodologies, some of these activities that we push forward in terms of innovation. We've got what we call the Urban Innovation Grants. Basically is giving roughly 150,000 euros to the different initiatives in order to tackle the inequities and the climate change. So we just write down what are the challenges we want to tackle, but we don't tell the ecosystem what they have to do. That's up to them. We just give them the money. We go along with them with all the knowledge from the public administration that we can provide, and we are open to the innovation, to the digital or technological disruption that the ecosystem can give us. So we are not telling them what to do. We're only telling them what challenges we want to achieve. And they are the ones, based on their knowledge and on their strategies and their own resources and point of view, that they have to tell us what to do. We are launching now, that would be the second activity or project I would like to
to share with you. We're launching now what we call the Barcelona Innovation Lab. It's thinking about the city, the public space, as a big urban lab. So what we are basically telling the ecosystem is, you want to test your digital or technological disruptions before it scales up to the market, before it's a product that you want to sell, whether to the public administration or to the private sector. You can test it in the public space. You want to test drones, you want to test different lighting, you want to test how to clean a graffiti. Okay, you can use our city. So we provide them with the permits, and we put them as well in contact with the different responsibles of the city hall, of the innovation that they are trying to create, trying to sell afterwards. So imagine there are companies creating a new lorry to pick up the garbage. We'll put them in touch with the litter department, and they'll say, okay, don't go for the lateral, for charging the litter from the lateral, because the streets are very narrow. If you go to a big avenue, you might use it. Well, wherever. I mean, it has to go down case from case. We're only starting this program. We launched it back at the beginning of November. We are doing all the dissemination and letting the ecosystem that this exists. We've got some questions and some proposals, but it's a little bit amateur yet to share any of the product yet. I suppose next year, if we get in this program again, I'm sure we'll be able to change it. Okay, so if you can move to a couple of slides forward, I'll talk about the last of the activities I would like. Next one, please. Maybe if it's there. No, next one is the strategy I was telling. Yeah, we can keep it there. No, back one more. No. Go. There it is. Rewind. Sorry, it's taking a little bit of time. Okay. Has it changed? I'm still watching the government strategy. Which one do you want? Now it's this government measure. The one with the four pictures. I think it's the next one. The urban challenges. Yeah. So these are the urban challenges. This is different to what I said before, to those grants. Here it's a city hall who says, okay, I've got a challenge, and we make an open call to the ecosystem. We provide it. It depends on how big the test is. We provide them with money, and we tell them, okay, we need to make a solar pavement, or we need to make the new tiles for the city based on decarbonation technologies. Or we want to, for example, we want to reduce the noise and the noise that's making in the pavements. Or we want to enlarge rehabilitation houses or buildings. So we set the challenge, and we are open to what's the innovation from the ecosystem. It's kind of a contest, and whoever makes the better solution gets the money in order to test that pilot. The last thing, and it's kind of our lesson learned all through these years, I would like to share, is that when we think in terms of innovation, when we think in terms of challenges on pilots, on concept tests, we always have to think about how to scale it up and how to make it sustainability in years to come. So if we know that there is not going to be any budget after we test the pilot, if we know that we are not going to have any grant from the European or the state level, no matter how incredible that solution is or we think it could be, we are going to dismiss that idea. So we only make those challenges, those grants, and this urban lab in order to have a product that can be sustainable and can be scaled up in the city in the future. Right, I think I overpassed a couple more minutes. I spent 12 minutes. I don't want to take more time, so I will leave it here, and I'll be more than glad to
to answer if there's any question or an open debate. Thank you very much, Michael, for this fantastic presentation. I think what impressed me is that the processes that you start and that you implement are open to solution. The solution do not have to be fixed beforehand, and that is implemented in a city-wide, I would say, strategy that it's not just one processes, but it's encompasses many processes toward the goal. I would like to know, as our people in our room are often, and the team of the conference is linked with design and designers. Do designers answer the call and the urban challenges that you're making, and how do they answer those calls? Sorry, I didn't really get it. How do they? Sorry, what's the? How do designers answer the call? Because the call are open to many kind of businesses. It can be technological, it can be a business model, it can be different kind of. Just to focus more on design and designers, does this kind of calls interest designers in Barcelona? It does. And thinking about an open wide area of designers, one thing that we do, and that matches your question, but also to all different activities. One thing that we do is that whenever we call the ecosystem, we ask for solutions. We ask them to create pluridisciplinary teams. So we don't want engineers only. We don't want architects. We don't want programmers. We want a kind of a mix and a pluridisciplinary team. For example, we made a call on how to have open source platform for education. Okay, Google, it's okay, but it also has their own limits. So we wanted to have a solution in order to develop, to implement in the schools. We basically were trying to have a better solution on Moodle, and we call designers in order to make a nicer, more easier interface on how to use Moodle at early ages. So I'm thinking about one of the projects where the designers came in. So it was not only about the program and the code and the open source, but also about the design. I'm thinking about this project we've got now based on Hackathon Basel, trying to enlarge the buildings, the private houses, in order to have more quality space and more efficiency, energy efficiency. We are also looking for the design, not only the architecture solution, but also the design, because we are going to work in poor areas. So we want to give them more dignity for their own facades. So the designers, they're going to have a very important role in there. So yeah, as you know as well, Barcelona is very keen, takes good care about their own patrimony and takes good care about design. So I'd say it runs in the DNA of the city. Thank you very much. We might have time for one question from the public. I don't know if there's somebody who... It started to be late here as well, and much more for you in Barcelona. So just last check if there's a... Oh, yes. Emeric, maybe just the mic too. I had a question. In terms of the challenges that you send out for which you want answers to, where you ask for proposals, who thinks about the kind of challenges to send out?
is a very good question, and that's something that we also. No. I mean, this is something that we've been thinking quite a lot in terms of the strategy of innovation. Listen, the Foundation Habitat and the Commissioner for Digital Innovation for Innovation Numeric, it's a very small team. We're only talking about 6 people, okay? And we are the ones who have to foster innovation. That's impossible. I mean, City Hall of Barcelona, it's got 15,000 people working. So something that we've learned all through this process is that it's only when a department, an area, asks us to push forward one of these methodologies, one of these challenges, one of these grants we were talking, it's only when they ask us that we come in, right? So it's based on a necessity. It's based on a problem that has been detected by the verticals departments. Mobility, for example, and this is the last challenge we are currently working now at the minute. Mobility, we've got a problem with the motorcycle accidents. Barcelona, as you know, with weather, I was looking behind the pond, take away the snow there in the images. We hardly have any snow, so that means that with the good weather, there's a lot of motorcycles. A lot of people take every day the motorcycle. It's really good for the traffic because there's no big traffic jams because of the motorcycles and less cars. But that means that there are a lot of accidents in the city of Barcelona. And that's something that the mobility department has detected. It's a problem. So based on the necessity, based on localizing a problem, we launch we launch the challenge. So currently now in December, we're gonna ask for technological solutions in order to try to reduce the accidents of the motorbikes in Barcelona. So it's always based on a necessity. It's always based on a problem that the department on the daily basis detect, and that's when they call us. In other words, we never come in if we are not being called, because as I said before, it's not innovation for innovation. It's innovation for impact and innovation for transformation. Thank you very much for this message and presentation, Michael. It was really a pleasure to hear about everything that you're doing. And Emeric in our team who went to Barcelona last summer was really impressed with your work. So thank you again. Right. Okay. And sorry, excusez-moi avec les collègues de Saint-Étienne et de Montréal, mais je dois partir. I hope this is okay. I hope this is not recorded. Bye bye, au revoir. Au revoir. Donc, on va passer au reste du panel où Caroline Gagnon va reprendre l'animation avec, j'inviterai sur la scène en même temps Anne Charpentier qui est directrice du Jardin botanique ainsi que Maxime Larrivée qui est directeur de l'Insertarium du côté montréalais et Nathalie Arnoux, donc design manager à Saint-Étienne Métropole pour présenter leur expérience d'acteur public. Merci beaucoup, Patrick. Alors, nous allons passer au dernier panel, actrices et acteurs publics en action. Alors, pour la première présentation, nous aurons Anne Charpentier et Maxime Larrivée qui vont nous parler d'un projet magnifique de... La métamorphose de l'insectarium. Exactement. Alors, voilà. Ne pas cogner le micro. Alors, merci pour l'invitation. 2 directeurs pour un. Pourquoi? En fait, c'est que dans le processus de création de l'insectarium, j'ai piloté le processus jusqu'à la première pelletée de terre et ensuite j'ai migré vers le jardin botanique. Alors voilà l'explication. Alors, hey, bon, c'est flou ça? Est-ce que vous voyez? Il y a un petit décalage, ça vient. OK.
Alors, rapidement, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais qui on est, Espace pour la vie, pour le bénéfice de tous, c'est 5 musées. C'est le plus gros complexe de musées en sciences de la nature au Canada. Et puis, vous avez à l'écran tous les superlatifs par rapport à nos musées. On a ajouté la biosphère en 2021, donc qui est sur l'île Sainte-Hélène. Sinon, ça comprend le biodôme, la biosphère, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium Rio Tinto Alcan. On nous a demandé de venir parler en fait du processus de création de l'insectarium qui a été un processus en plusieurs étapes et toutes ces étapes-là visaient l'innovation du musée et de la conception de réinventer en fait un nouveau musée des insectes à Montréal. Quand on a commencé à réfléchir les défis de la métamorphose de l'insectarium, c'est en muséologie, c'était beaucoup par rapport à l'objet de notre exposition. On parle d'insectes et on ne fait pas juste parler d'insectes, on veut surtout à Espace pour la vie faire en sorte qu'on reconnecte au monde vivant. Et donc, à cet égard, les insectes posent quelques défis, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, on voulait susciter une rencontre positive avec les insectes, mais les insectes, comme pour plusieurs d'entre vous ou nous, pas Maxime, ce sont des extraterrestres pour plusieurs. Moi aussi, je me suis accoutumée après 10 ans, là, mais sont petits, bougent rapidement, représentent un monde parallèle inconnu, inspirent la peur et le dédain. Et donc, on voulait susciter... Tout ça, ce que je viens de nommer, c'est des émotions. Donc, on s'est dit, il faut que le musée passe par l'émotion et fasse vivre des émotions et qu'on passe par les sens. Donc, on a amorcé tout un processus qui a le coup d'envoi du processus participatif et de co-création, ça a été un Living Lab. Et quelqu'un a mentionné tantôt, il faut poser les bonnes questions. Et donc, on a réfléchi longtemps aux questions qu'on devrait poser pour faire en sorte qu'émerge une récolte d'idées intéressantes pour réinventer l'expérience de visite de l'insectarium, et elles sont à l'écran. Donc, par exemple, quelle serait une expérience vraiment signifiante pour vous rapprocher des insectes? Si les insectes nous conviaient dans leur monde, quelle serait l'expérience que vous vivriez? Alors, toutes ces questions-là ont été posées. On avait réuni une 60aine de personnes, la moitié qui venaient de l'international, que ce soit du monde du design, de l'architecture, des grands entomologistes, le spécialiste de l'architecture et du design biophilique, parce qu'on voulait que notre musée reconnecte avec la nature. Donc, des gens expérimentés en expérience immersive, manipulation des audiovisuels, enfin, beaucoup de profils. Donc, une rencontre multidisciplinaire avec la moitié à l'international et la moitié des employés, tous les employés de l'insectarium et des employés aussi d'Espace pour la vie. Donc, ça a donné lieu à une récolte, bien sûr, des grandes orientations, mais on n'a pas un musée après une journée de réflexion, n'est-ce pas? Donc, on a continué le processus de co-création avec des ateliers de co-design. Il y en a eu 8 pour arriver à identifier un programme muséal. Alors, les premiers, encore là, on a rêvé l'insectarium, vous voyez en rond, là, on était tous couchés à terre avec des blattes au milieu qu'on avait lâchées pour vraiment vivre, nous mettre en situation nous-mêmes, une autre situation dans les ateliers de co-design où on passait par les sens, on s'était masqué les yeux, on a passé par toutes sortes d'expériences nous-mêmes, on s'est mis en situation. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé ce qu'on voulait faire vivre aux visiteurs avec des futurs visiteurs. Donc, vous voyez en haut à votre gauche, on a testé en fait avec des prototypes. On a mis en scène des insectes et on a testé ce qu'on voulait faire vivre et on s'est rendu compte que les futurs visiteurs étaient prêts à nous suivre et à aller assez loin avec nous. Concours international d'architecture. Avant ça, il y a eu un programme fonctionnel et technique classique. Mais on avait un beau programme muséal et il était tellement clair que la clarté, ça facilitait en fait non seulement le processus du programme PFT, programme fonctionnel, mais ensuite de ça aussi le brief pour le concours d'architecture. Et là, on a travaillé fort avec, merci, je vois Marie-Josée Lacroix qui est là, avec le Bureau Design Montréal, qui nous ont accompagnés pour créer un concours sur mesure, un concours international d'architecture sur mesure,
qui faisait en sorte qu'on avait un concours en 2 temps et on a jumelé aussi architectes et ingénieurs pour faire en sorte qu'on ait quelque chose qui se rapproche le plus de la faisabilité. Donc, belle proposition par des architectes qui, je vais vous montrer quelques images. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on fait un concours et qu'on a une belle proposition que c'est terminé, parce que au niveau du concours d'architecture, ensuite, il a fallu vraiment faire beaucoup d'itérations avec les équipes. Là, ce que je vous montre rapidement, c'est toutes les étapes de, en fait, ce qu'on voulait faire vivre aux visiteurs qui ont servi de brief pour la muséologie, d'une part, et d'autre part, le code génétique du projet au plan architectural. Alors ça faisait partie du brief de l'architecture. Moi, je vois flou. Bon, OK. Donc, avec la biophilie au centre, une formidable intégration au site, ce qu'on voulait, en fait. On visait LEED de platine, on va avoir LEED or. Et donc, plusieurs éléments que vous pouvez trouver dans le musée. Ce sont les architectes qui ont gagné le concours, donc Kuhn Malvezzi, qui en fait, c'est Pelletier de Fontenay, une jeune firme d'architectes de Montréal, qui sont allés chercher Kuhn Malvezzi avec Jodoin Lamarre-Pratt. Et donc, on a un musée, une architecture qui est inspirée de l'habitat des insectes. Et là, je vous passe des images en rafale parce que je veux laisser du temps à Maxime. Donc, habitat des insectes veut dire qu'on commence dans la terre. On vous fait ramper comme un insecte. Ensuite, on émerge. On voulait montrer la beauté de la biodiversité des insectes. Et on finit par émerger, et j'en passe, là, parce qu'il y a des expériences de tête à tête aussi avec des insectes, dans un grand vivarium où on a des insectes vivants. Et là, je ne jouerai pas cette vidéo-là. Je vous ai mis aussi une vidéo un petit peu avant, là, dans les slides, où tout ce que je vous raconte, on l'a en vidéo aussi, donc si vous voulez vous remémorer. Et ça, donc, c'est une visite de l'insectarium qui est ouvert depuis avril 2022. Et donc, Maxime continue à rêver l'insectarium et je lui passe la parole. Merci beaucoup, Anne. Non, je vais m'en occuper. Donc, je vais commencer en citant, en fait, une phrase dans une chanson d'Avec Podcast, ce qui dit que nous avons l'outil, maintenant il nous faut la manière. Donc, moi, ce que je vais vous présenter dans les 5 prochaines minutes, c'est la manière de donner vie à cette architecture biophilique-là, à ce musée, finalement, que de plus en plus, maintenant, on incarne, qui, moi, personnellement, m'a changé là, pour le mieux, je pense, là, depuis qu'il est ouvert et tout ça, mais qui m'habite constamment. Donc, dans l'esprit du co-design, dans l'esprit du co-développement, pour donner, finalement, la suite à un design biophilique, on a rêvé le nouvel insectarium sur une thématique qu'on appelle l'entomophilie, qui est un mot que j'avais développé avec Anne en 2014, là, sur qu'est-ce qui caractérise en fait les gens qui s'intéressent aux insectes et tout ça. Puis là, bien, l'ensemble de l'insectarium, l'ensemble d'Espace pour la vie, et même de la Société montréalaise, on était 80, là, on a rêvé l'entomophilie. Et là, je vais vous montrer. Ça insiste à quoi? Donc, on passe de la biophilie à l'entomophilie. On s'est donné un objectif ambitieux avec ce nouveau musée innovateur-là, qui est de devenir un acteur de changement dans la société, mais de transformer la société en une société entomophile. Donc, de faire naître l'entomophilie chez tous et toutes, pour qu'ils valorisent les insectes. Ce que tu as mentionné, Éric, tantôt, m'intéresse beaucoup parce que le but de notre musée, dans une vision utopique, c'est de perdre le contrôle. C'est de faire en sorte que l'insectarium n'a plus sa raison d'être parce que la société est entomophile et on n'a plus besoin de faire la promotion des insectes. C'est sûr qu'on veut continuer à exister, mais on se voit un peu comme le soleil qui va continuer à fournir de l'énergie. Et tout ça, en le faisant en accompagnant les humains dans le développement de leur entomophilie. Parce que l'entomophilie, ça se décline de plusieurs façons. Ça peut se décliner à travers l'art, ça peut se décliner à travers... C'est pas uniquement connecté avec la nature. Puis c'est pas tout le monde qui va tomber en amour avec les insectes comme moi je l'ai fait avant même avant 3 ans. Là. Mais il y a des gens qui peuvent quand même valoriser, comprendre l'importance des insectes pour eux et le faire jusqu'à temps qu'ils deviennent autonomes dans ça. Je vais tricher, je vais continuer 2 minutes de plus. L'insectarium, par son design et son expérience de visite immersive, en est la locomotive parce qu'on veut à la fin de la visite que cette flamme de l'entomophilie-là naisse
pour qu'on puisse ensuite, dans cette approche-là, faire en sorte que les gens développent leur entomophilie à travers une programmation qui est axée sur l'entomophilie, donc qui tire profit de ce design du musée-là, de cette expérience immersive de la muséologie, et de le faire de façon la plus accessible possible, à travers aussi une application qui est en complément à la visite, mais qui va chercher le volet cognitif uniquement lorsque le volet émotif le nécessite dans l'expérience de visite. C'est un musée qui est axé sur les émotions. Ça nous a amené beaucoup de défis. On a eu des vieux réflexes d'anciens musées axés sur la science, sur les faits, qu'on doit, nous, évacuer, mais le visiteur aussi doit évacuer. Donc, on doit bien les préparer pour la visite. On veut transcender nos murs si on veut une société entomophile. Et on parle de plus en plus du sujet et non du musée. Donc, on fait la promotion des insectes, on fait la promotion de leur valorisation avec le pari que les gens vont venir au musée de toute façon, sans vraiment les inciter à venir nous voir, parce qu'une société entomophile, c'est une société où les gens désirent venir cohabiter avec les insectes dans l'insectarium. Finalement, maintenant ça s'appelle les comportements et non des axes. On veut incarner notre musée à l'intérieur parce que si on désire faire des changements dans une société, on doit, nous, dans nos processus internes, à travers les façons de fonctionner, même développer une approche de gestion biophilique et tout ce qui vient avec, parce qu'on a un bâtiment biophilique, on a la meilleure place pour développer cette approche-là. On veut accompagner nos visiteurs dans le développement de leur entomophilie, les outiller et les autonomiser, justement pour qu'eux-mêmes deviennent des acteurs de changement, parce qu'on ne pourra pas, nous, à l'insectarium, seuls, avec notre musée, développer une société entomophile. Et on va ensuite les relier en développant des communautés d'intérêt. On va le faire à 3 vitesses, à la vitesse insectarium, où on mène les projets, à la vitesse où on est des partenaires avec d'autres gens, où on influe, on amène notre expertise et on fait avancer ces projets-là. D'ailleurs, un nouveau voisin m'intéresse beaucoup pour la vitesse partenaire, et la vitesse jeune pousse et catalyseur, où là, on va investir des ressources, qui soient financières ou d'expertise, pour faire partir des initiatives dans lesquelles on ne sera pas impliqué une fois qu'elles vont être parties, mais qui vont faire la promotion de l'entomophilie. Donc, on doit vraiment élargir nos opportunités d'intégration avec des modèles qui sont inspirés de la nature pour faire en sorte que, de plus en plus, la société elle-même approche avec un design, avec des endroits qui sont propices à la naissance de l'entomophilie et de la biophilie ultimement. Finalement, bon, je vais passer vite ici, mais tu sais, on est dans un lieu de design, ici on parle de design aujourd'hui, puis je peux vous dire que l'aspect tellement innovateur de l'insectarium, par son approche, par son design, mais parce qu'on est un musée de sciences qui parle d'émotion maintenant, nous a donné une notoriété qui est différente. Les gens viennent nous voir, les gens nous contactent pour qu'on aille leur parler d'innovation. Donc, l'institution elle-même, par le jet, parce qu'Anne a créé aussi, fait en sorte qu'on a une notoriété qui nous donne un poids supplémentaire. Donc, ça, c'est très important dans notre position d'acteur de changement. On veut avoir un dialogue aussi qui est 3.0, où on va vers les gens, mais on prend aussi les intérêts des gens et on adopte notre offre de service de cette façon-là. Et finalement, ben voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Anne et Maxime. Je vais rebondir avec une question avant de passer la parole à Nathalie. Dans le processus, pour partager votre passion entomophilique, c'est ça, donc je ne veux pas me tromper dans les mots, avec l'équipe de design, comment ça s'est passé, en fait, puisque l'équipe était des architectes, des designers, des architectes paysagistes, j'imagine, donc toute cette équipe-là, comment ils ont reçu votre commande, puis comment ça a été interprété, notamment aussi dans le cadre du concours, mais aussi par les lauréats, puis dans la poursuite du projet? Bien, je pense que les lauréats du concours ont vraiment tripé, excusez l'expression, là, mais c'était une occasion assez unique d'inventer un musée. C'est rare, là, des insectariums, il faut le dire, dans le monde. Et donc, on avait vraiment aussi quelque chose d'atypique. On avait une proposition d'un programme muséal qui fait vivre une progression d'expérience pour faire en sorte que c'est les humains qui sont métamorphosés. Donc déjà, on avait cet élément-là puissant et on a été vraiment récompensés au centuple parce qu'on a eu des architectes assez extraordinaires qui ont vraiment bien saisi l'intention et qui nous l'ont rendu. Et je peux vous le dire qu'ils nous l'ont rendu à plusieurs reprises parce que le design qu'ils ont proposé pour le concours, c'était vraiment
très fort, mais il y avait des contraintes budgétaires, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on a dû, je vous le dis là, réduire le musée 7 fois. 7 fois. Et ça, ben, on ne fait pas juste réduire les petits contours, là. Les architectes ont dû repenser le musée 7 fois. Mais parce que le concept était puissant, parce qu'eux avaient bien internalisé le concept, à chaque fois, j'en revenais pas. J'étais vraiment ébahie par les propositions. Ils nous proposaient quelque chose, puis je disais, ben oui, ça marche. C'est encore ça. Ça marche, c'est encore ça. Mais là, on s'est rendu vraiment à la limite. Mais c'est la beauté de ça, c'est l'internalisation de notre message et de nos intentions. Et de travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe parce qu'on avait même sacrifié une salle dans le vieil insectarium qu'on avait appelé la salle Métamorphose. Et c'était notre salle de travail et les architectes allemands venaient une fois par mois et on travaillait avec toutes les personnes, le personnel clé, notamment pour l'intégration des insectes. Ensuite, il y a eu énormément de prototypage pour la mise en scène des insectes, la mise en valeur des insectes en vitrine, etc. Donc, énormément de travail, mais un bel accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces architectes-là étaient à la fois aussi architectes, mais scénographes, comme on voit parfois là, en Europe davantage. Merci beaucoup. Il y aura des questions pour le public tout à l'heure. Je suis sûre que plusieurs personnes vont vous rebondir sur votre expérience. Ça donne le goût aussi d'aller à l'Insectarium ce week-end. Pourquoi pas? Alors, Nathalie, tu vas nous présenter l'expérience de Saint-Étienne Métropole. Alors, voilà, c'est à ton tour. Bonjour, bonsoir, je ne sais plus comment on dit là. Je ne sais pas, il y a la présentation qui va arriver. Merci pour l'invitation déjà. C'est une longue histoire d'une grande richesse de partage avec Montréal. Et bon, là, on vous a mis un postulat de notre direction du marketing de Saint-Étienne, où on se déclare capitale du design en France. On est quand même encore, pour l'instant, la seule ville française design du réseau des villes créatives, largement accompagnée par Marie-Josée Lacroix et son expérience à Montréal, largement inspirée par les expériences de Montréal. Et donc on fait notre bout de chemin à l'échelle d'une ville qui est beaucoup plus petite, évidemment. Nous, on est une métropole de 400 000 habitants et une ville de 200 000 habitants, mais avec évidemment les mêmes problématiques. Et donc là, je vais vous parler de l'échelle de la ville, d'un territoire, avec une histoire forte entre l'industrie et l'art. Finalement, je vais parler d'un écosystème, comme pour évidemment nos animaux, chers animaux, les insectes qui sont quand même aussi un modèle, une inspiration de biomimétisme. Je ferai un petit peu référence aussi à Victor Papenek qui parlait de design pour un monde réel et qui s'inspirait beaucoup de la nature et des animaux notamment pour donner des pistes d'innovation pour les designers. Ça date des années 70 déjà, mais c'est tellement d'actualité. Donc oui, on parle d'ADN. Hein. Donc le design est un peu intégré, hein, sans même qu'on l'appelle comme ça à l'époque. Mais en tout cas, Saint-Étienne, on est une ville industrielle avec des savoir-faire en textile, en mécanique, liés à notre écosystème terrestre avec une rivière notamment qui était assez célèbre à l'intérieur de Saint-Étienne et qui a permis en fait, à l'industrie de s'implanter et d'utiliser l'énergie issue de la rivière pour en faire vraiment une économie locale, durable finalement, et qui a même permis à Saint-Étienne d'être sur la carte en fait du monde.
avec notamment une manufacture d'armes. Donc là, on est dans la manufacture d'armes qui devient maintenant un quartier créatif et qui a mis le design comme un outil, un vecteur d'innovation. On est ville créative depuis 2010. Immédiatement, on s'est dit qu'au sein d'une institution comme Saint-Étienne Métropole, comme la ville de Saint-Étienne, on devait s'appliquer les méthodes du design et en tout cas essayer d'intégrer dans nos politiques publiques et dans l'action publique des designers. Donc c'est une mission de design management, on l'a appelée comme ça, parce qu'on s'est immédiatement inspiré en fait on l'a vu ce matin, hein, cette échelle en fait d'intégration du design qui est plus inspirée de ce que l'innovation et le design peut faire à l'intérieur d'une entreprise en termes d'intégration pour rajouter une valeur. Alors, dans une institution publique, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, on a des villes, des communes, des régions qui n'ont pas de design. Celles qui peuvent définir le design comme projet, évidemment, c'est dans le cadre de commandes publiques. À Saint-Étienne, on a défini en niveau 3 l'idée qu'on pouvait intégrer le design comme fonction à l'intérieur de l'institution. La mission design management dépend en fait, elle est au niveau de la direction générale des services, elle est dans le pôle attractivité du territoire et développement économique, mais elle est transversale, évidemment, c'est un outil transversal et au service de toutes les directions. Donc c'est forcément assez innovant à l'époque, parce que je parle de 2011 là, hein, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on y travaille. On était la première collectivité à intégrer un designer, même au niveau de la France, hein, il y avait très peu d'exemples. Heureusement, il y avait quelques laboratoires, des transfos de la 27e région qui commençaient à nous donner des inspirations d'outils et de méthodes. Mais moi-même, je suis designer issu de l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Donc, en fait, le design d'organisation, le design thinking ou le design participatif, je l'ai pris d'emblée comme une démarche de design extrêmement classique et normale pour toute conception de projet, voilà, qui finalement peuvent intégrer aussi bien l'institution que l'entreprise. Voilà. Donc on a appris sur le tas pour développer des outils, évidemment, mais en tout cas, ça s'intègre assez naturellement dans une institution publique qui a pour vocation de créer des services et de concevoir des équipements publics. Donc, bon, c'est devenu quelque chose à Saint-Étienne d'assez entendu par les services, le design comme fonction. On vient me chercher. Je dirais que je continue, enfin, je fais surtout le poil à gratter, on en a parlé ce matin. Donc j'en ai quelques-uns qui aiment bien se faire gratter, donc ils viennent me voir, et puis il y en a d'autres qui vraiment, c'est pas la peine que j'insiste, mais je ne le verrai jamais, parce qu'effectivement ça remet parfois un peu en question quand même les processus de conception de leur service ou de leur direction, parce que la plupart du temps je leur dis, et l'usager là-dedans, et le temps de l'immersion, et le temps de la réflexion, donc je leur fais perdre du temps. Donc, et le temps, dans les institutions, c'est précieux. Et puis ceux qui tentent l'expérience avec moi, en fait, ils voient les choses différemment, ils deviennent d'ailleurs des formidables ambassadeurs la plupart du temps, parce que évidemment ça devient un outil stratégique, complètement intégré dans le processus du projet, vous l'avez très bien décrit dans votre expérience de musée, et que ça devient vraiment finalement quelque chose qui est complètement adapté à leurs besoins et à l'identification en fait du développement potentiel de leur projet. Je donne un exemple, la première chose que j'ai faite, on avait un office du tourisme à Saint-Étienne qui était, comment dire, extrêmement vieillissant tout simplement. Il y avait des agents, mais il y avait pratiquement plus de clientèle, et puis parce qu'on pouvait finalement
si on veut voyager un peu partout, on va sur site internet et on trouve suffisamment d'informations. Donc du coup, à quoi sert un office du tourisme avec les outils informatiques que nous avons et les recherches qu'on peut faire? Et puis finalement, les équipes de l'office du tourisme se sont laissées embarquer dans l'idée qu'il fallait qu'ils inventent un nouveau métier, qu'ils inventent une nouvelle forme de raconter leur territoire, et qu'ils se sont mis dans une démarche en fait complètement d'innovation, et chaque année ils remettent en question leur façon de travailler et leurs objectifs et leurs cibles, etc., pour en faire finalement un lieu qui ne ressemble absolument pas à un office du tourisme. Actuellement, ça ressemble à une boutique presque de Noël, où on trouve des produits du savoir-faire stéphanois, en fait, hein, quelque chose qui raconte l'histoire du territoire et qui finalement fait rentrer dans un office du tourisme absolument tout le monde, aussi bien les professionnels que les habitants qui viennent y chercher de l'inspiration et redécouvrir leur territoire. Voilà. Donc il y a plein de possibilités d'inventer en fait une nouvelle action publique, une nouvelle politique publique. Donc à Saint-Étienne, on en a fait un projet de territoire. On était le design comme fonction au 3e niveau. On essaie d'intégrer maintenant le design comme une culture du projet de territoire. Ouais. On est porté par ça, par une commande politique forte, c'est vrai, il faut le reconnaître, à Saint-Étienne. Et puis aussi parce qu'on a un écosystème finalement assez vivant, assez identitaire à Saint-Étienne, avec évidemment une école d'art et de design, la Cité du design, qui est là. C'est une chance, qui est un peu le moteur et l'outil de prospective qu'il nous faut. Et puis aussi toute l'énergie créative qui sont autour, notamment évidemment des designers qu'on forme à l'école et qu'on essaie de garder, tous ces talents qui vont être les futurs acteurs du territoire. Un territoire avec évidemment des industries assez florissantes pour certaines, et puis d'autres qui sont plutôt des petites PME, PMI, mais qui sont justement le facteur d'innovation important que Saint-Étienne revendique comme étant, on est le premier territoire après l'Île-de-France en nombre de PME, PMI, et c'est finalement cette agilité des petites entreprises qui font que l'économie et l'innovation est possible. Et donc là, on a, je continue un petit peu, mis en place des politiques publiques assez importantes pour accompagner les porteurs de projets. Alors, je mets dans ce processus d'accompagnement à l'innovation porté par Saint-Étienne Métropole, aussi bien les designers concepteurs que les petites entreprises, les start-up, l'entrepreneuriat innovant, et qui sont accompagnés, et là vous allez reconnaître évidemment l'accompagnement amont, l'accompagnement aval, exactement comme un processus de design, hein. Et donc on essaie d'embarquer à tous les niveaux et de ne pas perdre une seconde du temps de ces porteurs de projets qui vont faire le territoire de demain. Voilà. Et puis avec tout ça, évidemment, on s'appuie sur des politiques publiques financières. Donc on n'a pas non plus énormément de moyens dans les collectivités, mais on fait appel à des partenariats publics-privés, à des aides et des fonds régionaux, jusqu'à l'Europe, grâce à Isabelle, évidemment, et tout ce travail de fourmi qu'il faut faire pour faire développer les projets. Donc voilà, tout commence les ingrédients sont là, on va dire. Et le design, finalement, dans le cadre de ma mission, il est absolument intégré dans tous les services, dans les grands projets urbains comme dans les petits, avec des dispositifs qui sont toujours les mêmes, avec l'idée évidemment d'exploration, d'immersion, de contextualisation, de co-création et de prototypage. Même pour des gros projets urbains, là, vous avez par exemple l'aménagement de la 3e ligne du tram de Saint-Étienne, où en fait on a mis dans le cahier des charges une grosse phase de test qui a permis de développer le projet. Nathalie, je ne veux pas trop te couper, oui. Mais peut-être juste encore 30 secondes, ça va? Oui.
Voilà, donc, et c'est possible dans les grands projets hein, de tester, de prendre le temps de tester. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, sur certains gros projets, c'est la preuve du concept a permis aussi d'innover, mais aussi d'être plus efficient. Et par exemple, en termes d'économie, sur une ligne de tram qui devait accueillir 7 ou 8 stations, grâce à une immersion de designers intégrés au programme, en phase de programmation, hein, avant même le développement, on allait économiser 2 stations qui sont une économie de l'ordre de 250 000 € pour chaque station, donc ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc en fait, c'est par la preuve du concept qu'on continue à faire la preuve que le design peut permettre d'innover, mais aussi d'être efficient au sein de l'action publique. Voilà. Et je vais passer assez vite sur les autres projets. Il faut aller jusqu'aux plus petits projets, mettre dans l'espace public, évidemment, des expérimentations pour accompagner les habitants dans l'évolution des modes de vie, se passer de la voiture, par exemple, essayer de délimiter les zones d'intervention de la voiture, c'est essayer de reprendre la place du piéton dans l'espace public, et ça passe par l'expérimentation avant le développement, parce que sinon, dans les grands projets urbains, ça ne se fait jamais. Donc voilà. Donc là, tout ce temps d'expérimentation, même s'il n'est pas, prototype, on parlait de bricolage, s'il commence par du bricolage, s'il est bien intégré à l'intérieur du processus de la commande publique, s'il fait partie de la commande, hein, du cahier des charges, le prototypage, on va jusqu'au développement et la conception en répondant le mieux possible, le plus possible aux besoins, et on espère à la durabilité du projet et des actions mises en place. Je n'irai pas plus loin, du coup. Merci beaucoup. Merci Nathalie. L'exemple de Saint-Étienne Métropole est assez exemplaire pour la multiplicité des actions posées à la fois à l'échelle c'est très visible pour avoir été très souvent à Saint-Étienne. Donc, on le voit quand on arrive à Saint-Étienne, on voit que le design est important. Comment qualifierais-tu, en fait, l'évolution entre l'idée toute simple d'avoir fait une biennale du design et à comment ça a évolué aujourd'hui, où on parle vraiment du développement du territoire par le design et avec le design. Donc, il y a quand même eu une évolution depuis le début des années 2000, en fait. Hein? Donc, ça fait presque une vingtaine d'années que Saint-Étienne se développe autour du design. Oui, alors c'est vrai qu'on a une école, on a une institution, la Cité du Design, qui arrivait un peu plus tard, vers 2005, mais on a commencé par parler du design en France par le biais de la Biennale internationale du design en 98, à l'époque portée par l'école, avec cette problématique qu'on avait, en tout cas en France, de se dire finalement le métier de designer, personne ne le connaît, on a des mémoires, on a des prototypes qui sont réalisés par les étudiants, mais à quel moment on les montre au public, à tous les publics, et au public professionnel, et aux institutions en particulier. Donc cette biennale, elle est vraiment née de l'envie de montrer ce qui était entre les mains des chercheurs, des enseignants et des étudiants des écoles d'art internationales, puisqu'on avait une vision internationale. Et une fois que tout ça a été montré, surtout, ça nous a permis, de chaque biennale, de poser des questions de société. La dernière qu'on vient de clôturer était sur les bifurcations sociétales, justement. On l'avait même imaginé avant la bifurcation liée à la Covid, dans nos façons de travailler. Mais chaque fois, la biennale, c'est l'occasion pour la ville et pour les institutions, et pour les professionnels, et pour les visiteurs, de découvrir, d'expérimenter des nouvelles formes d'application du design. Et moi, je m'en sers systématiquement pour la ville de Saint-Étienne pour leur proposer
de bouleverser leurs habitudes. Je donne un exemple, on a fait une biennale sur le travail, les modes de travail. Et on se retrouvait, c'était en 2017, c'est peut-être un peu le cas ici aussi, avec des villes où il y avait une désertification des commerces très importants, où il y avait des rez-de-chaussée vacants qui étaient prégnants en centre-ville. Et finalement, la question du travail, c'est aussi de se dire pourquoi, c'est quoi ces métiers de commerçants qui disparaissent, et c'est quoi notre vie de citoyen qui allons du travail à la maison, en passant normalement par le commerce. Pourquoi ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et comme en fait il y avait des tas d'études qui avaient été faites par des tas de cabinets conseils, etc., dans les bureaux de la ville de Saint-Étienne et que rien ne bougeait, je leur ai proposé, on va tester à l'échelle de la biennale pendant 1 mois la question des rez-de-chaussée vacants. Et on va mettre des designers pendant 1 mois, on va faire un appel à projet et poser la question de pourquoi, comment et quel est le circuit finalement entre l'offre et la demande pour ces commerces, pour voir où était le problème. Et voilà, ça c'est l'avantage d'être dans une ville qui fait une biennale. Le maire a dit banco, on y va, on teste, ce qui a complètement généré une nouvelle politique d'accompagnement des commerces en centre-ville de Saint-Étienne. Voilà, je me sers en permanence en fait de la possibilité qu'offre l'expérimentation et puis aussi le regard évidemment des acteurs internationaux qui viennent au moment de la biennale pour tester chaque fois. De rêver, on parlait de rêver sur des nouveaux sujets. Voilà. Merci beaucoup. En fait, on a deux projets très foisonnants et très enthousiasmants. Je vais laisser la parole au... je suis vraiment aveuglée, excusez-moi. Je laisserai la parole à quelques questions du public, s'il y en a qui veulent... Donc, il y a une question là-bas. Merci pour la présentation, c'était vraiment fort intéressant. Je me présente André Cazelet, architecte division transition écologique et innovation aux immeubles de la Ville de Montréal. Ma question est pour Anne et Maxime en 2 volets. Qu'est-ce que vous avez été le plus fier dans ce projet-là? Et est-ce que vous envisagez de faire une évaluation post-occupation de votre projet? Parce que j'imagine que votre projet a dû durer 10 ans ou peut-être plus là, dans la cogitation du projet jusqu'à la livraison. Est-ce que vous pensez faire une évaluation post-occupation de ce projet-là? Je vais dire ce dont je suis le plus fière, puis Maxime a certainement aussi ce dont il est le plus fier. Moi, ce dont je suis le plus fière, c'est vraiment qu'on a su jusqu'à l'ouverture, puis même au-delà, parce que je pense que vous avez compris que le design et l'approche de ce musée-là a une influence maintenant sur toute l'histoire du musée. Hein. C'est comme si on a réinventé l'insectarium et son futur aussi, puis Maxime porte cela en ce moment. Mais au niveau strictement du design, disons, de l'architecture et de l'expérience de visite, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi justement à préserver. Parce que quand un projet avance, il y a tellement d'écueils, de contraintes, de choses qu'on rencontre, des coupures budgétaires, toutes sortes de situations qui pourraient mettre en péril le concept tellement souvent. Et donc, je pense que le concept, l'équipe en fait, puis même quand je suis partie aussi, ont su toujours maintenir le cap. Et donc, on a un musée qui reflète vraiment l'intention de départ. Et ça, je pense qu'on peut être très fiers. Puis la deuxième question, rappelle-moi. L'évaluation post-occupation, faire tirer les leçons de tout ce que vous avez appris pendant tout le processus. Oui. Ça, je vais laisser Maxime en parler, mais je sais qu'ils ont fait une évaluation strictement muséale aussi, mais je vais le laisser en parler parce que je n'ai pas vu encore complètement les résultats. Alors, suspense. Je ne les ai pas vus complètement, moi non plus. Moi, de quoi je suis le plus fier? Je suis fier de Anne. C'est têteux, là. Mais non, mais de nous avoir amenés dans un processus qui est d'une cohérence avec l'air du temps qui ne pouvait pas être plus adéquate. On a maintenant un musée
qui vise à reconnecter les gens, pas uniquement avec les insectes, mais avec la nature, puis aussi à les outiller pour qu'eux-mêmes apprennent à la valoriser. Puis dans le contexte actuel, il n'y a pas autre façon. Encore une fois, Éric, on était bien alignés aujourd'hui, là, mais il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Moi, ça fait 20 ans en tant que chercheur que je quantifie la vitesse à laquelle la biodiversité s'effondre, que je suis dans les médias régulièrement aussi pour sensibiliser les gens là-dessus. Puis le seul constat de ma carrière académique, c'est, je ne prendrai pas tout le blâme sur mes épaules, mais la biodiversité ne fait que continuer à s'accélérer, à s'effondrer. Donc, on doit changer le paradigme, et ce musée-là, c'est ce changement de paradigme-là. Chaque citoyen doit apprendre à valoriser la nature, à valoriser la biodiversité au point où ça va faire en sorte que ça va faire partie pour eux d'une priorité essentielle qui va changer leur vote. Et pour moi, j'ai la conviction ferme que ce qu'on présente dans ce musée-là, ce qu'on présente à l'Espace pour la vie, en fait, c'est vraiment là où on doit s'en aller d'un point de vue sociétal pour faire en sorte qu'on va amener finalement à graduellement avoir une transition écologique qui, si on n'agit pas rapidement, va s'imposer d'elle-même de toute façon. Elle commence à le faire. Et je penserais que c'est ça dont je suis le plus fier. C'est vraiment d'avoir un outil maintenant qui nous propulse dans la bonne direction par rapport à ça. Et l'évaluation post-occupation, est-ce que... Ah oui. Donc, une évaluation post-occupation, merci de me rappeler à l'ordre. Pour l'ensemble du projet, on n'a pas encore fait ça. Je pense qu'on a encore la broue dans le toupette là, de l'ouverture et de tout ça, mais on a eu la chance cet été de faire avec deux stagiaires de l'École du Louvre qui ont fait 630 entrevues avec des visiteurs qui sont venus à un sondage. Et on sait déjà que plus de 60% des gens qui viennent à l'insectarium ont changé leur relation avec les insectes et sont déjà prêts à agir. Donc, quand je vous parlais d'accompagner, d'outiller, d'autonomiser, on est déjà là où 60% pour les insectes, c'est énorme. Anne le mentionnait, là, on parle d'entomophilie, mais la réalité, c'est que dans 95% des gens sur la planète, on est dans l'entomophobie encore. Donc, le musée arrive déjà à faire changer la perspective des gens à 60% des visiteurs, puis je peux vous dire qu'on va le faire encore mieux, parce qu'on apprend à vivre avec notre nouveau musée axé sur les émotions, qui est tout un défi. C'est énorme. Donc, on va les outiller, ces gens-là. On va se préparer aussi pour qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de changement. Puis, oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Mais donc, OK. Donc, pour ça, c'est le post-mortem de l'ensemble du processus. Je pense que ça va être important de le faire aussi parce que ça a été un processus très, très, très riche. Ce que Anne a mentionné dans ce qu'on appelle le projet culturel, donc ce qui a amené au concours architectural international, les architectes, après, nous ont avoué qu'ils n'avaient jamais vu un PFT et certainement aussi un devis muséal aussi précis, aussi juste. Puis c'est ce qui a fait que, malgré toutes les 7 itérations, moi je me rappelle avoir rencontré Anne après la 7e qui a dit « Si jamais on nous demande de couper encore, le projet est mort. Moi je m'en vais, c'est fini, on ferme boutique. » Donc on a réussi à maintenir cette essence-là à travers les architectes qu'on avait, à travers l'équipe qui était quand même importante et exceptionnelle. Là. Je vais juste rajouter un petit grain de sel pour vous faire rire, mais peut-être que j'ai eu un petit peu de punk en moi à une certaine époque. Et puis, je pense que ça en prenait un petit peu pour vraiment tenir le bout conceptuellement, puis de baser un musée. Puis c'est des antennes. Hein? Tu sais, quand on commence un projet conceptuel, on laisse on laisse flotter les antennes un petit peu, puis on voit un petit peu qu'est-ce qui pourrait être le plus fort. Et puis moi, j'avais comme cette conviction profonde qu'il fallait passer par les émotions pour les insectes. Et au travers de tout ce qu'on a mis en place, les ateliers de co-design, etc., c'est vraiment ça aussi. C'est pas compliqué, tu sais, des ateliers de co-design, il faut aussi les paramétrer. Hein. Je vois des gens du LIUM qui sont là. Il faut y penser, il faut penser aux questions, etc. Donc, il faut penser un peu à qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme récolte. C'est sûr que les idées émergent du groupe et c'est ça qui est puissant aussi parce que les employés ont participé à toutes ces étapes-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on ait des intentions de départ qu'on veut pousser, si on veut, ou qu'on veut tirer dessus. Et donc, je suis contente d'avoir maintenu un petit peu ce cap-là. C'est mon petit côté punk.
que je voulais souligner pour Émile. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Merci Anne, Maxime et Nathalie. Je vais passer la parole à Patrick pour conclure la journée avec la synthèse et la présentation de Saint-Étienne.